Trou de souris ou trou de fourmi, c'est la formule que vous lui avez suggérée hier soir, Sonia. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cartable, ok. Goûter, ok. Motivation, ça viendra. C'est aujourd'hui la rentrée des classes pour 12 millions d'élèves en France. Et après la traditionnelle petite photo devant l'école à envoyer à papy-mamie, on range le téléphone. Il est désormais interdit aux primaires et au collège. Chaque établissement a jusqu'en décembre pour prendre les dispositions nécessaires. Bonjour Laura Legault. Bonjour à tous. Vous êtes en direct pour Europe 1 du collège François Villon, c'est dans le 14e arrondissement de Paris, collège où la direction a mis en place un dispositif original, Laura. Oui, seuls les professeurs commencent à arriver ici au collège François Villon. Les élèves, eux, passeront le portail de l'établissement vers 8h30 et sans portable. Ils sont prévenus, le smartphone est interdit au collège. Au moment de l'inscription, les parents ont dû signer une charte qui les incite à ne pas acheter de téléphone à leurs enfants avant la classe de 4e. Lucie Pitiot est la principale de l'établissement. Ce que nous permettons du coup aux familles, c'est au contraire de s'abriter derrière nous pour dire aux enfants, tu vois, la principale, mais aussi tous ses collègues ont décidé que ça n'était tellement pas utile qu'ils encourageaient à avoir un téléphone 9 touches. Donc ici, pas de smartphone, mais un téléphone à l'ancienne, avec des touches. Et si un collégien est surpris avec son portable pendant les cours, il sera confisqué. Pour le récupérer, les parents devront prendre rendez-vous. Dès ce matin, les nouvelles règles seront rappelées à tous les élèves. Plus de 200 sont concernés cette année au collège François Villon. Merci beaucoup Laura Legault dans le 14e arrondissement de Paris, collège François Villon, qui était un poète du Moyen-Âge, on le précise. L'interdiction du portable à l'école, c'est le sujet du nouveau podcast Au cœur de l'actu, à retrouver dès aujourd'hui, maintenant sur Europe 1 et l'appli Europe 1. Rentrée scolaire reportée à demain de la crèche aux universités dans les Bouches-du-Rhône, le Var aussi, ainsi qu'au Pertuis dans le Vaucluse. En raison des intempéries, ce matin dans le Vaucluse, les chutes d'arbres provoquent des coupures d'électricité. Les pompiers ont mené une centaine d'interventions cette nuit, selon le correspondant d'Europe 1 dans la région. La rentrée scolaire qui se déroule dans un climat politique incertain avec une ministre de l'Éducation nationale en sursis. Eh oui, comme tout le gouvernement, mais François Bayrou l'a dit hier soir, il n'est pas là pour dire au revoir. Malgré tout, l'horloge tourne, ses heures à Matignon sont comptées. Dans une semaine, le Premier ministre se soumettra à un vote de confiance du Parlement qu'il a lui-même sollicité. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Hier soir, le Premier ministre s'est livré à un exercice inédit. Interview XXL à 4 chaînes d'information, dont CNews et une seule et unique radio Europe 1. Arthur, ce qu'on retient de cet entretien, c'est que François Bayrou veut sauver sa tête et pour ça, il est prêt à quelques concessions. Oui, le Premier ministre prêt à lâcher un peu de lest. Il se dit prêt à supprimer un seul jour férié au lieu de 2. Elle est tout à fait discutable, cette mesure. Je pense que ça pourrait être sans difficulté si on veut discuter. François Bayrou tente de donner des gages à la gauche en s'affirmant ouvert à la surtaxation des hauts patrimoines. Il esquisse en parallèle une ouverture sur la contribution de la France à l'Union européenne que le RN lui demande de limiter et se dit d'accord avec Marine Le Pen pour regarder d'éventuels avantages indus des étrangers dont les Français ne profiteraient pas. Arthur, quoi que fasse François Bayrou, les jeux semblent pour lui déjà faits. Effectivement, avec la gauche et le RN ligués contre lui, la chute de François Bayrou paraît inévitable. Il le sait et manie la carotte et le bâton en balayant par exemple les propositions du PS. Ce que propose le Parti socialiste, c'est pas de freiner la dépense, c'est de laisser repartir la dépense. Et il cible aussi le RN. Et je suis pas d'accord pour qu'on fasse de l'immigration la cause de la situation du pays. Et c'est surtout l'opinion que le Premier ministre veut prendre à témoin. La question, ce n'est pas le destin du Premier ministre ou de François Bayrou, et c'est même pas le destin du gouvernement. La question, c'est le destin de la France. Une manière de se projeter vers la présidentielle de 2027, de préparer aussi une autre échéance importante à ses yeux, les municipales à Pau l'année prochaine. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le Premier ministre qui débute aujourd'hui un cycle de consultation des partis pour tenter de les convaincre de lui accorder leur confiance lundi prochain. Premier reçu, le Parti communiste à 17h et demain matin, le Rassemblement national. Et pour séduire le RN, François Bayrou le sait, il faut prévoir des économies sur un poste, en particulier l'immigration. Hier, le Premier ministre a clarifié sa position sur le sujet et il a appelé plus globalement à ce que certaines règles soient durcies, Maï-Hélène Trémollet. Si François Bayrou refuse, je cite, qu'on fasse de l'immigration la cause principale de la situation du pays, il se dit néanmoins disposé à revenir sur certains avantages accordés aux personnes étrangères. S'il y a des avantages dont les Français ne profiteraient pas, ça ne serait pas juste et je suis d'accord pour qu'on les regarde. Décidé à montrer qu'il ne cédera pas au laxisme sur un sujet aussi sensible, le Premier
Premier ministre brandit l'exemple de la politique du logement dont il dénonce les dérives pour intégrer mieux et différemment. La vraie voie d'intégration, c'est pas de vous maintenir dans des logements qu'on paie les yeux de la tête, 15 000 € par an par personne. Alors pour faire évoluer la politique migratoire française, le locataire de Matignon, qui affirme depuis plusieurs années que la question est surtout celle de la proportion, réclame une meilleure maîtrise des entrées mais aussi des sorties du territoire. Notre question principale, c'est que ceux qui sont indésirables au QTF sont pas exécutés pour un certain nombre de pays. Avant de souligner que le gouvernement a déjà obtenu des décisions européennes permettant de mieux contrôler les flux, décisions déjà traduites dans les chiffres aujourd'hui, toujours selon le Premier ministre. Mayalène Trémollet, François Bayrou qui s'est aussi exprimé hier sur le cas Boualem-Sansal. Je ne peux pas croire que la lettre adressée à Emmanuel Macron par la fille de l'écrivain franco-algérien n'ait pas reçu de réponse, a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement affirme qu'il s'en assurera et recevra les proches de Boualem-Sansal lors d'un événement baptisé Les idées mènent le monde à Pau en novembre prochain. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Ils étaient venus danser sur des cendres dans l'Aude au milieu de la végétation brûlée. 2500 personnes ont participé ce week-end à une rave party. Et le mot qui revient le plus dans la bouche des riverains et des autorités, c'est la honte. Début août, le feu a dévoré 17 000 hectares de végétation, faisant un mort, détruisant des maisons, des champs. Et pourtant, c'est là, dans ce décor post-apocalyptique, près d'une population meurtrie, que les teufeurs, encore présents ce matin, ont choisi de faire la fête. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier. Un paysage presque lunaire, une odeur de brûlé encore présente, des vignes noircies par la cendre et un site où des centaines de voitures sont garées aux côtés de teufeurs dans un état particulier. J'ai consommé du CBD et du LSD. La présence de cette faune ulcère ce vigneron. Il a tout perdu dans l'incendie. Non mais regardez par terre, il jette le truc en plastique. Ça me déconne, non, mais au moins que je le ramasse, il le ramassera pas lui. Et ça se dit écolo. T'as pas honte, hein? Pauvre con. Ceux qui auraient dû cramer. L'incendie, il aurait dû être là pendant qu'ils y étaient dans les champs là. Bien au-delà du risque relatif de reprise du feu, c'est surtout le manque de considération des teufeurs qui indigne Gilles Goujon. Il tient un restaurant juste à côté. Il y a des gens qui ont tout perdu et il y a 2000 personnes qui viennent danser sur les cendres de tout ce qu'ils ont perdu. Dans quel monde on vit? Tous ceux qui ont des gîtes, des restaurants, des hôtels, des épiceries. Je trouve ça scandaleux quoi. C'est du foutage de gueule. Une rave qui tombe mal ici car elle arrive au moment même où le conseil départemental lance une opération communication pour faire revenir les touristes dans l'Aude. Fonjon-Couze, Charles Lhuillier, Europe 1. En football, Adrien Rabiot en route pour l'AC Milan. Oui, selon la presse italienne, l'Olympique de Marseille et le club milanais ont trouvé un accord pour le transfert de l'international français écarté par l'OM après une altercation avec un coéquipier. L'AC Milan va débourser 10 millions d'euros pour Rabiot qui devrait de son côté signer un contrat de 4 ans avec le club lombard. Il doit passer sa visite médicale d'ici ce soir. Et est-ce que vous connaissez l'histoire de la mort de René Descartes, le grand philosophe? C'est la folle aventure que nous raconte la bande dessinée de Daria Schmidt. Elle s'intitule « La tête de mort venue de Suède » et elle nous révèle l'improbable histoire de la tête du célèbre mathématicien et philosophe français mort en 1650 à Stockholm, mais enterré en France un siècle et demi plus tard. Sébastien Bordenave. Daria Schmidt, l'autrice, dessine un dialogue aussi philosophique que poétique, mais accessible, entre les squelettes de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée du Jardin des Plantes de Paris et un crâne, celui de René Descartes. L'auteur du « Je pense donc je suis » et le théoricien de l'animal-machine raconte sa rocambolesque histoire post-mortem. Descartes meurt à Stockholm à 53 ans d'une pneumonie. On attendra 16 ans avant de rapatrier René dans une boîte en cuivre de 80 cm. Au passage et sans qu'on s'en rende compte, un officier suédois chargé de l'exhumation dérobe le crâne. Le corps, lui, passe d'église en abbaye. Le Panthéon est même un temps envisagé parfois. Pendant les transferts, un os plat est prélevé pour faire des bagues. Quant au crâne, il est finalement rendu et fini au musée de l'Homme en 1930. Mais aujourd'hui, 5 autres crânes revendiquent crânement être celui de Descartes. La tête de mort venue de Suède, une BD au graphisme onirique, vous apprendra tellement de choses dans tellement de domaines qu'elle vous donnera peut-être, une fois lu, l'envie de crâner. Sébastien Bordenave. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Vous êtes déprimé, c'est la rentrée. Un petit remède pour vous à partir de 8h30 sur Europe 1. Le retour du Top Jeu. Il y a un méga pack Apple à remporter pour la rentrée. Mais tout de suite, Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme, est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. 8h10. Bon